confort, l'élégance et la différence. Aïcha aime les matières douces et les belles coupes. Aïcha préfère des produits rares et sobres. Nos fauteuils s'investissent dans votre intérieur avec élégance. Aïcha adore la décoration, donc les accessoires chics et tendance. Aïcha aime les chambres de couleur et surtout foncées. Elle doit toucher, elle aime ça et elle est comme ça. Ah oui, elle adore les petites touches design. C'est son truc à elle. Aïcha, oui, Aïcha a plutôt un penchant pour les luminaires, design et contemporains. Elle n'a rien contre les draps, mais elle préfère ceux de Justice Home. Elle les trouve doux et agréables au toucher, donc agréables au coucher. Elle est difficile en tableau, mais aime nos motifs. En senteur, elle s'évade avec les odeurs fluides, souvent au goût fruité. Miam miam. Elle adore nos tapis aux motifs uniques et souvent faits à la main. En fait, Aïcha trouve son bonheur chez Justice. Et oui, parce qu'un jour ou l'autre, vous aussi vous viendrez chez Justice Home Decor. Justice Home Decor, mobilier et décoration, le design élégant. Votre showroom est situé à Amdala et Asseïdouni, sur l'avenue du Mali, juste avant du rond-point Bougiba. Fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à C'est Politique, l'invité qui reçoit le professeur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher Robert Dissa. Je salue les téléspectatrices et téléspectateurs d'Africable et tout le Mali, ma patrie africaine du Mali. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, pour un rappel, le professeur Nyamsi est un professeur agrégé de philosophie, auteur de plusieurs publications, panafricaniste convaincu. Il travaille dans le champ déterminé de la démocratisation et du cosmopolitisme du continent africain. Il crée et dirige l'Institut Afrique des Libertés. Professeur Nyamsi, comment se porte aujourd'hui l'Afrique des Libertés? L'Afrique des Libertés, on peut dire qu'elle est en mouvement vers l'éveil et les fruits de l'éveil. Nous avons connu 600 années extrêmement difficiles, marquées par les trois grandes tragédies que l'on sait. La traite négrière à partir des 16e, 17e siècles, ensuite la barbarie terroriste coloniale à partir du 18e, 19e. Et nous avons connu la troisième vague. Eh bien, c'est la barbarie néocolonialiste, impérialiste, qui s'est appuyée et qui a généré la barbarie du despotisme africain. Le despotisme, c'est-à-dire en fait la terreur du noir envers son frère. Maintenant, l'Afrique se reconnecte à son histoire longue. Non pas simplement son histoire d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. L'Afrique se rend compte qu'elle est la première civilisation du monde. Et qu'en fait, elle a anticipé, tant dans le domaine des sciences, des arts, des techniques, même dans le domaine de l'organisation politique, l'Afrique a offert les premières formes étatiques connues sur cette planète. Donc cette confiance en la mémoire longue, en la mémoire pré-traumatique de l'Afrique, est aujourd'hui à l'origine d'un souffle puissant dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont, comme je le dis souvent, les trois étoiles polaires. Je vois l'Afrique en mouvement d'éveil vers sa souveraineté pleine, vers sa dignité anthropologique, vers sa puissance diplomatique maximale, l'Afrique en train de reconquérir par les moyens de la science et de la technologie les moyens de la puissance. D'accord. Mesdames, Messieurs, avec le professeur Nyamsi, nous allons parler effectivement du Mali, du Burkina et du Niger, donc de l'AES. Nous allons aussi parler de la main tendue de la CEDEAO lors de son dernier sommet justement à cette AES-là. Et enfin, professeur, si le temps nous le permettra, nous allons voir votre regard sur les récents événements politiques au Sénégal et au Tchad. Mais avant d'entrer dans le
vif du sujet. Par curiosité, professeur, comme vous le savez, à chaque fois que j'ai l'honneur de discuter, d'échanger avec vous, je fais un bon tour sur la toile. Et là, aujourd'hui, je tombe sur cette phrase qui m'a tout de suite captivé. J'ai dit, ben, on va en parler un petit moment. Oui. Vous dites, dans un élément de biographie, vous dites, la liberté, la dignité, le bien-être intégral de l'humanité dans une planète harmonieuse. Oui. Voilà, dans une planète harmonieuse sont mes rêves éveillés. Je veux promouvoir ici comme ailleurs la justice. Rêves éveillés. Doit-on entendre ou sous-entendre des rêves endormis? Alors, c'est très intéressant. Cette devise que vous avez extraite d'un de mes sites sur Internet, c'est ma profession de foi d'être humain, d'Africain, ma profession de foi d'intellectuel, ma profession de foi de personne engagée à participer à l'amélioration, pas simplement de sa propre condition, mais celle de ses contemporains. Il y a 3 états de l'être humain. Il y a l'état de sommeil, il y a l'état de réveil, et puis il y a l'état d'éveil. Dans le sommeil, l'être humain est abandonné à la nuit de la nature. Littéralement, on peut dire, en utilisant notre manière africaine de parler, qu'il est abandonné, il s'abandonne aux mains de Dieu. C'est Dieu qui fait dormir les hommes, parce qu'il leur permet de disparaître dans leur corps. Dormir, c'est disparaître dans son corps. C'est quelque chose de merveilleux, le sommeil. Le sommeil nous allège du poids de la vie quotidienne. Le sommeil nous allège momentanément de nos soucis, surtout quand c'est un sommeil profond, qu'on dit réparateur. L'homme, pour vivre, doit dormir. C'est-à-dire qu'il doit laisser son corps retourner entre les mains du Créateur, de la nature profonde, le réparer, de telle façon que celui-ci héberge toujours une âme vivante. L'état de sommeil. Mais ce n'est pas un état qui est l'état optimal de l'homme. C'est un état transitoire, qui a pour but simplement de le préparer à mieux travailler, à mieux œuvrer. Donc il doit se réveiller. La sonnerie sonne, on entend la voix du muezzin. Moi, j'adore particulièrement au Mali. Quand je viens au Mali, l'une des choses qui fait pour moi la beauté de la matinée, moi qui ne suis pas musulman, c'est l'appel du muezzin. Ah, alors vous êtes bien matinal alors. Ah oui, je suis très matinal. Okay. Quand j'entends la voix du muezzin, je sais que le jour sacré a commencé. Donc, c'est le réveil. Le réveil est un état intermédiaire entre le sommeil et la lucidité. Quelqu'un qui est réveillé dort encore un peu, parce qu'il se souvient soit des bonheurs, soit des difficultés de la nuit. Si elle a été cauchemardeuse, par exemple, la nuit, s'il se réveille avec des courbatures, il y a encore cette espèce de sentiment que la nuit, le Tout-Puissant ne lui ont pas tout donné, et qu'il va falloir essayer de récupérer dans la journée des énergies positives pour mieux dormir plus tard. Le réveil est une phase où on n'est pas encore complètement lucide. Mais que prépare le réveil? Il prépare la 3e phase, qui est le summum de l'activité humaine. C'est la phase d'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? C'est le maintien du centre de chaque âme en conscience, en relation avec le principe créateur, avec l'être créateur. Je le dis souvent d'une manière ou d'une autre, en disant qu'une personne éveillée, c'est une personne qui, d'une façon ou d'une autre, est toujours en prière. Y compris quand elle dort, y compris quand elle se réveille, y compris quand elle mène ses activités quotidiennes. Donc l'état d'éveil est un état de conscience que l'on sert la vérité, la justice, le bien, que l'on sert vraiment des valeurs positives, et qu'en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, la vie ne va pas nous déraciner de ce que nous considérons comme essentiel. Pour moi, l'engagement politique, l'engagement citoyen doit se situer dans ce 3e état de l'être, l'état d'éveil. Nous devons être convaincus intimement que nous avons une mission en tant qu'être humain. Cette mission, c'est de nous préparer à l'étape suivante de la vie, que nos ancêtres appellent le passage dans le monde des ancêtres, dans le monde divin, et ça on l'appelle la mort. La naissance est une mort au monde invisible pour apparaître dans le monde physique. La mort est une naissance au monde invisible pour disparaître du monde physique. Et la civilisation est l'organisation du passage de la vie animale à la vie angélique dans la tradition africaine. Être éveillé, c'est rester attaché aux valeurs qui vont nous permettre de bien traverser la Terre. Mais quelles sont ces valeurs? La vérité, la rechercher en toutes circonstances, même si on ne la possédera jamais.
La justice, s'efforcer de la pratiquer en toutes circonstances, parce que l'injustice provoque la violence, elle provoque la haine, elle provoque la guerre, elle attise le mal. Nous devons rechercher en toutes circonstances la solidarité, parce que nul ne sait de quoi les lendemains sont faits. Nous devons bâtir des sociétés solidaires pour nous protéger collectivement de la vulnérabilité, parce que nous sommes des mortels. Et à partir de ces trois valeurs potomitantes de la civilisation africaine, la valeur de justice, la valeur de vérité et de solidarité, nous pouvons nous engager dans le terrain politique, nous pouvons nous engager dans les combats du monde, en ayant cette tranquille conviction intérieure que ce que nous faisons, eh bien, est conforme à la volonté de notre Créateur, à la volonté même innée de notre nature humaine, que nous accomplissons notre vie. Bon, je pense que cette dimension d'éveil, cette conscience que nous sommes toujours en présence de plus grand que nous, d'infiniment plus grand que nous sommes en présence de Dieu, doit être vraiment l'état que la civilisation et l'éducation doivent donner à tous les individus. Si nous pouvions nous efforcer d'être dans cet état d'éveil, plusieurs des problèmes que nous avons individuellement et collectivement se résoudraient tout naturellement. D'accord, vous parlez quand même de moments d'éveil, oui, de moments de fruits de l'éveil, oui, d'une Afrique en mouvement d'éveil. Et la notion de rêve éveillé, elle renvoie précisément à l'idée qu'on doit atteindre un état où il y a une continuité entre tous les trois états. C'est-à-dire que je sois en sommeil ou que je sois réveillé, il faut que je sois toujours en éveil. Donc que je vive ma vie littéralement comme un rêve éveillé. D'accord. En tout cas, l'Afrique en mouvement d'éveil, un mouvement d'éveil commencé au Mali, au Burkina et au Niger. Recommencer. Et recommencer. Ok, d'accord. Au Burkina, au Mali et au Niger. Au Burkina, au Mali et au Niger. Oui. Et du coup, nous allons parler justement de ce que c'est aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger. Oui. Ça s'appelle aujourd'hui l'AES. Oui. Depuis son annonce, depuis l'annonce de sa création, nous avons plutôt l'impression que ce ne fut qu'un effet d'annonce qui n'est suivi par rien de consistant. Nous avons l'impression que tout reste encore théorique. Avez-vous la même impression, vous? Je n'ai pas du tout cette impression. D'accord. Je pense que cette impression est nourrie par un regard qui se fonde essentiellement sur l'apparence et qui ne s'intéresse pas à l'essence. Mon cher Robert, nous devons noter que le Niger a échappé à un assassinat collectif qui était préparé par la CEDEAO sous l'instigation de l'impérialisme occidental. Lorsque la CEDEAO, sous couvert de vouloir rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir, a déclaré qu'elle activait sa force en attente pour combattre le Niger. Il s'agissait de mener contre le Niger la même guerre à laquelle nous avons assisté lorsque l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, principale alliance occidentale, a attaqué la Libye. L'a bombardée pendant 6 mois sans avoir reçu autorisation d'une résolution pertinente des Nations Unies. Assassiné Kadhafi, pillé le pétrole, pillé les armes et permis à Al-Qaïda et l'État islamique de se servir et d'envahir le Sahel. L'opération que la CEDEAO a été chargée de mener sous l'injonction du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en général était de la même nature. Et vous devez savoir que si le Niger avait fait l'objet d'une attaque de la coalition occidentale planquée derrière la CEDEAO, le Burkina Faso et le Mali étaient les étapes suivantes. C'est vrai. Car le plan de l'OTAN en attaquant la Libye en 2011, il a été clairement énoncé par Barack Obama dans une réunion célèbre à Deauville. En 2010, lors de cette réunion, le président nigérien d'alors, Mahamadou Issoufou, fait observer au président américain Barack Obama, Mr. President, please don't destabilize, don't destroy Libya. If you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Yes. Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama fit la réponse suivante: No, we will finish the job. Non, nous irons au bout de notre plan. Mais quel était le plan de l'OTAN? C'est un plan qui est encore vivant. Il s'agissait de provoquer une déstabilisation structurelle de l'Afrique à partir de la Libye, puis du Sahel, puis du Golfe de Guinée, afin d'obliger tous les États qui allaient s'effondrer comme des châteaux de cartes à recourir à l'aide
militaire occidentale, c'est-à-dire à accepter le repositionnement des troupes occidentales. En Afrique du Nord, c'est déjà le cas en Libye. Dans le Sahel, on a encore une base américaine au Niger. On a une base française au Tchad, on a une base française au Sénégal. Et vous voyez très bien que depuis plusieurs années, les officiels occidentaux prônent, sous couvert de lutte contre le réchauffement climatique, sous couvert de lutte contre le terrorisme, alors même que ce sont les puissances de l'OTAN qui ont permis l'invasion terroriste, ils prônent la réinstallation de bases militaires de l'OTAN, de bases militaires américaines sur tout le golfe de Guinée. Vous noterez que la région du Liptako-Gourma et la région du golfe de Guinée sont des régions parmi les plus riches qu'on puisse trouver sur la Terre. Pour le Liptako-Gourma, potentiellement. Oui, bien non, mais vraiment, elles sont des régions les plus riches de la Terre. Et il n'y en a pas une seule comparable au nord de la Méditerranée. Il n'y a pas une seule région comparable au Liptako-Gourma, par exemple, ou au bassin du Congo, au nord de la mer Méditerranée. Oui, l'Europe, l'Amérique du Nord et même l'Asie n'ont pas une seule région aussi riche en minerais stratégiques et en ressources naturelles que le Liptako-Gourma et, par exemple, le golfe de Guinée ou le bassin du Congo. Il faut que vous sachiez que les Africains sont potentiellement les peuples les plus riches au monde. Tout à fait. Bon. Donc le plan de l'OTAN, c'était bien la déstabilisation structurelle de l'Afrique pour imposer le repositionnement militaire de ses forces et ainsi contrôler les ressources stratégiques africaines. J'aime à rappeler souvent aux Africains ce plan à travers une anecdote. Ça se passe le 2 août 1939. Le grand savant germano-américain Albert Einstein écrit une lettre au président américain d'alors, Franklin Delano Roosevelt. Il lui écrit une lettre pour lui dire: les Allemands, les nazis, sont en train de développer le programme de la bombe atomique. Les Russes, les Soviétiques, sont également en train de développer ce programme. Mais je vous informe que les meilleures réserves d'uranium connues dans le monde se trouvent au Congo belge. Et il est de la plus haute importance que les États-Unis veillent à ce que ces ressources naturelles du Congo belge soient sous l'emprise américaine. Car c'est la condition de la puissance. D'ailleurs, nous avons développé les réactions nucléaires avec Fermi, avec Szilard et d'autres physiciens. Nous pouvons d'ores et déjà vous garantir que nous allons pouvoir fabriquer la bombe atomique. Ce sera une arme extraordinairement décisive pour la suprématie américaine sur le monde. Donc, voilà la lettre d'Einstein du 2 août 1939 à Roosevelt. Cette lettre dit quoi? Elle dit que dans la doctrine américaine, les matières premières africaines doivent d'une manière ou d'une autre rester à la disposition de la coalition occidentale. Lorsque l'OTAN va être créée en 1949, cette doctrine va être au cœur de la pensée de l'OTAN. Ils ont un bureau dans toutes les institutions africaines. Robert dit ça. Est-ce qu'il y a un bureau de l'Union africaine à l'intérieur de l'Union européenne? Non. Un bureau de l'Union africaine à l'intérieur de la CIA. Un bureau de l'Union africaine à l'intérieur des institutions de sécurité de l'Atlantique Nord. Or, il y a un bureau de l'OTAN à l'intérieur de la CEDEAO. Il y a un bureau de l'OTAN à l'intérieur de l'Union africaine. Toutes les institutions stratégiques et sécuritaires africaines sont infiltrées par des représentants des puissances négrières, colonialistes et impérialistes des siècles précédents. Donc, il faut que vous voyez très bien que l'AES a sauvé le Niger d'une agression qui n'était rien d'autre qu'une préparation pour une agression plus sévère encore contre les pays du Sahel. Mais elle a été empêchée par la mobilisation sécuritaire des trois États. Mais ce n'est pas fini. Les trois États ont mené depuis lors des actions de solidarité diplomatique. Et vous avez vu comment ces trois États savent utiliser l'amitié stratégique avec les partenaires russes et chinois pour bloquer les trois puissances occidentales détentrices du droit de veto. Donc voilà le terrain diplomatique. Attention, le terrain économique est là. Les réunions qui ont été tenues depuis maintenant 6 mois, mais l'AES est une alliance très jeune, les réunions qui ont été tenues sont en train de créer les conditions de convergence, des transformations économiques. La question monétaire, elle a été posée à tous les chefs d'État. Ils ont dit qu'ils vont aller à la souveraineté monétaire. Mais ils ont aussi fait preuve de responsabilité en disant qu'ils vont y aller méthodiquement, non pas au rythme de l'adversaire, mais au rythme de la responsabilité pour la prospérité, le bien-être des peuples. Donc, mon cher Robert, l'Alliance des États du Sahel est la première alliance du 21e siècle africain à incarner les aspirations les plus profondes des peuples africains. L'Union africaine, la CEDEAO,
la CEMAC, la CEAC, la SADC. Il n'y a aucune organisation politique aujourd'hui en Afrique qui représente autant la prunelle des yeux des Africains que l'Alliance des États du Sahel. Il nous faut prendre au sérieux nos rêves éveillés. Il nous faut prendre au sérieux ce par quoi notre dignité collective s'affirme. Et je voudrais que des émissions comme celle-ci soient l'occasion pour les gens de prendre conscience que nous ne serons pas respectés dans le monde si nous ne nous engageons pas à défendre la naissance d'une organisation comme celle-ci. D'accord. Et toujours parlant d'AIS, professeur Niamsi, certains voient en cette confédération la possibilité d'aller jusqu'à une fédération. Qu'est-ce que vous en pensez? Confédération ou fédération pour laquelle vous allez plutôt pencher? Alors, la confédération, c'est une formule intermédiaire. Oui. Pour reprendre ma métaphore du sommeil, du réveil et de l'éveil, on a le sommeil, c'est le partage colonial de l'Afrique. On est enfermé à l'intérieur des frontières déterminées par les colons. Ce sont les colons qui ont tracé les frontières des 54 États africains. Rester là-dedans, dans nos micro-nations fabriquées au forceps par l'acte colonial, c'est rester en sommeil. C'est l'état de sommeil. L'Afrique en sommeil, c'est l'Afrique des nationalismes patriotards, fondés sur la volonté des puissances négrières, des puissances colonialistes et impérialistes. Sommeil. Maintenant, l'AES représente la phase du réveil. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'on a un destin commun. D'abord, on a une unité civilisationnelle très large. Nous avons un même socle de valeurs civilisationnelles. De deux, nous avons affaire à des menaces structurelles sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan social et culturel qui sont identiques. Et de trois, tout seul, nous ne pouvons rien. C'est ensemble que nous sommes forts. Comme dit le proverbe béninois, si tous les fils d'une maison s'unissaient pour boucher le trou de la jarre, eh bien la jarre ne perdrait pas son eau. Donc l'AES représente la phase du réveil. Et la confédération, c'est en réalité une association d'États réveillés. C'est-à-dire qui se rendent compte qu'ils doivent créer des institutions progressivement convergentes pour constituer une puissance et devenir membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et pouvoir détenir un droit de veto sur la terre pour protéger l'humanité africaine. La troisième phase, c'est la fédération. La fédération continentale, la véritable union panafricaine, ce sera la phase de l'éveil. C'est-à-dire que le continent sera doté d'un État qui sera incontestablement le plus puissant et le plus riche du monde. Mais je laisse même simplement l'Afrique du Nord. Si on prend toute l'Afrique subsaharienne, pour en faire une fédération continentale, on a l'État le plus puissant du monde. Tout à fait. Donc en fait, nous devons y aller, mais méthodiquement, avec détermination, en sachant que c'est la meilleure façon pour nous de transmettre aux générations présentes et futures des conditions de vie en tant qu'Africains qui soient meilleures. D'accord, vous parlez des destins communs, oui. Parlant des États de l'AIS, vous parlez de ces mêmes États, parlant de leur potentiel comme étant vraiment des États hyper riches. Hein. Bien sûr. Voilà, des pays hyper riches. Je vous donne un exemple pour cela, mon cher Robert. C'est que pendant longtemps, on a pensé qu'un État africain, francophone, ne pouvait pas fonctionner sans le bon vouloir de la Banque de France. Et qu'il suffisait que la Banque de France ferme les cordons de le robinet pour qu'un État s'effondre. Mais le Mali, le Burkina et le Niger ont prouvé le contraire. Mais comment ont-ils pu fonctionner, le Mali, le Burkina et le Niger? C'est parce que les dirigeants de ces trois pays ont bien compris que la richesse, ce ne sont pas des billets de banque creux qui sont fabriqués par une puissance néocoloniale à des milliers de kilomètres de la vie des peuples. Mais la vraie richesse, c'est l'adhésion des gens à un projet commun. La vraie richesse, c'est l'union des cœurs pour transformer la nature, satisfaire les besoins et les désirs des hommes concrets, pris dans des situations concrètes. Et puis, la vraie richesse, c'est ce qui est produit par le travail, c'est ce qui est donné par la nature. Celui qui possède une nature riche et qui possède des forces laborieuses, c'est-à-dire la capacité de transformer la nature, c'est lui qui est riche. L'Afrique est riche. Elle n'est pas pauvre, elle est appauvrie. Elle est attaquée précisément pour empêcher ce processus endogène. La dynamique malio-burkino-nigérienne est une dynamique d'endogénéisation de la puissance. Et c'est un élément extrêmement important. Ils ont pu payer parce qu'ils ont découvert, ils ont redécouvert le fait que
l'argent, monnaie, papier, n'est rien d'autre que le représentant de la richesse réelle. Je possède la richesse réelle, vous, Robert, vous possédez ce papier. Et vous venez avec un papier vide et vous me demandez de vous donner ma bouteille d'eau. Qu'est-ce qui se passe si je vous dis, bon, Robert, ça fait quand même maintenant 600 ans que vous faites ça, ça suffit, je garde ma bouteille d'eau, gardez votre papier. Ben, il se passe que vous n'allez qu'avoir un papier et moi j'aurai de l'eau. Vous aurez soif et vous n'aurez pas de quoi boire, moi j'aurai soif et je pourrai boire. Donc on s'est rendu compte qu'on a de l'or. Ah bon, nous sommes les meilleurs producteurs, nous sommes les plus grands producteurs d'or au monde. Mais quelle est la valeur réserve de l'économie mondiale aujourd'hui avec la dédollarisation, l'effondrement du dollar? Mais c'est l'or. Donc celui qui a de bonnes réserves d'or est capable de payer où que ce soit dans le monde. Je n'ai pas besoin de CFA pour payer si j'ai de l'or. Ça me perd du temps de passer par le CFA. Je peux payer en or. Je peux payer en diamant. Je peux payer en manganèse. Je peux payer en uranium. Je peux payer. Parce que être capable de payer, c'est être capable de transférer une richesse, un bien désiré à quelqu'un d'autre. L'argent se définissant comme un bien qui permet l'échange des biens. Mais on peut déposer l'argent à côté et on va troquer. Je peux vous proposer ma bouteille d'eau contre votre stylo. Et ça se passe bien. J'ai besoin d'un stylo, vous avez besoin d'une bouteille d'eau. Donc les dirigeants ouest-africains ont assumé la responsabilité de ramener l'économie à la taille de l'homme. Et montrer que les gestes économiques fondamentaux de nos ancêtres sont encore vivants. Mais qui a créé la monnaie? Mais les Africains. Les premières monnaies sont africaines. Qui a même créé le principe selon lequel l'État doit pratiquer non pas une économie de croissance, mais de décroissance? Mais l'Afrique négro-pharaonique ancienne, l'État avait pour fonction d'éviter l'effondrement de pans entiers de la population dans la misère. L'État n'avait pas pour fonction de produire la richesse. Il rendait possible les conditions dans lesquelles les citoyens produisait la richesse. Mais l'État, quant à lui, il veillait à redistribuer de telle façon que la société ne s'effondre pas. Donc, les Égyptiens, les négro-égyptiens antiques pratiquaient une économie de la décroissance. C'est une économie davantage compatible avec les objectifs écologiques, avec les objectifs de protection sociale, avec les objectifs de respect de la nature et de consécration à la vie spirituelle. Il faut donc voir que ce qui se passe dans l'AES, Robert dit ça, est décisif pour nos vies, pour celles de nos enfants, pour celles de tous ceux qui viendront après nous sur ce continent et dans ce monde. Si nous échouons à fonder une confédération et plus tard une fédération africaine, nous aurons abandonné nos enfants en esclavage dans le monde. Voilà l'enjeu. D'accord. Et vous parlez d'enjeu, mais du coup, parlons aussi des défis pour que cet énorme potentiel dont vous parliez tantôt puisse réellement nous servir. Quels sont ces défis aujourd'hui qui se posent aux États de l'AES? Le premier défi continental africain est celui de l'éducation des Africains. Il faut rendre à l'Africain la conscience la plus longue et la plus dense de sa civilisation. Donc une révolution culturelle. Aucune révolution politique, économique, sociale, sécuritaire ne peut se faire sans une révolution culturelle. Révolution culturelle pour nous, ça veut dire revaloriser nos langues. Révolution culturelle pour nous, ça veut dire produire nos propres concepts. C'est-à-dire ne pas laisser ceux qui nous dominent produire les idées que nous sommes condamnés à utiliser pour reproduire la domination. Je prends un exemple. On nous impose l'idée que un système économique est très bon quand le produit intérieur brut de ce système économique est positif. Mais qu'est-ce que c'est que le produit intérieur brut? Comment on a fait pour enseigner cela dans les facultés de sciences économiques en Afrique à des générations de cadres sans que ne soit produit une contre-intelligence critique de ce concept? Mais le produit intérieur brut, bon, c'est la somme des richesses produites en une année par l'ensemble des acteurs économiques d'un pays. Sur la base de ce produit intérieur brut, PIB, on va calculer le PIB par habitant. On va dire par exemple que vous, Robert dit ça en tant que Malien, eh bien, vous avez en moyenne, mettons, 3000 $ par an de revenus intérieurs bruts. D'accord? Voilà comment on va calculer ça. Mais il y a un petit problème. Les producteurs de richesse à l'intérieur d'un pays sont à la fois des acteurs nationaux et internationaux. Tout à fait. Un pays comme la Côte d'Ivoire, où 80% des marchés publics sont donnés à des multinationales étrangères, il s'ensuit que 80% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire est produit par ces multinationales étrangères. Et donc, en moyenne, ou pratiquement, 80% des bénéfices que font les multinationales
repartent à l'étranger dans leur caisse. Donc quand on calcule que l'Ivoirien moyen aurait entre 3 500 et 4 000 dollars par an de revenus intérieurs bruts, on ment. Parce que la répartition réelle de l'assiette des revenus ne correspond pas précisément à ce chiffre qui est donné par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, pour tromper et le peuple ivoirien, le peuple africain et l'opinion internationale. Il faudrait plutôt s'intéresser au produit national brut, c'est-à-dire à la richesse réelle que produisent les acteurs nationaux et dont les bénéfices sont réinvestis sous forme d'épargne ou de dépenses, et bien dans l'économie nationale. Là, on découvre que... Ça reste juste. Là, on découvre qu'on est des États appauvris, en fait. Si vous preniez le critère du revenu national brut ou du produit national brut pour évaluer les choses, vous découvrez que nous sommes des États appauvris. L'essentiel de notre PIB ressort et va dans les caisses des multinationales étrangères. Et en réalité, nous travaillons pour enrichir les puissances étrangères. Avons-nous aujourd'hui les moyens matériels, financiers, techniques, humains, en fait, d'aller au développement que nous souhaiterions? J'ai commencé donc par la question de l'éducation. Mais je dis que le deuxième chantier, mais ils sont concomitants. Il n'y a pas de priorité de l'un sur l'autre. Le deuxième chantier, c'est le chantier sécuritaire. Nous devons continuer à renforcer nos appareils de défense. Nos parents, nos ancêtres ont été surpris. Parce que lorsque la traite négrière a été perpétrée, plusieurs des États africains étaient structurellement affaiblis sur le plan militaire. Il n'y a pas eu une préparation suffisante du moment de l'intrusion du négrier, et encore moins du moment de l'intrusion du colon. L'Afrique ne peut plus se permettre d'avoir des armées de soudards. L'Afrique est obligée de se doter de forces armées hautement compétentes. Donc, impératif sécuritaire, pour moi d'ailleurs, urgence sécuritaire. Là encore, l'Alliance des États du Sahel montre le chemin. Allez regarder, Robert dit ça, les classements des journaux internationaux sur l'état des armées africaines. Et vous serez impressionné par la remontada de l'armée malienne, l'une des armées qu'on moquait le plus en Afrique et dans le monde, dans la liste des armées africaines. Vous serez même très étonné de voir que, en dehors peut-être de l'armée du Nigeria, mais l'armée malienne est repassée devant la majorité des armées de l'ancienne CEDEAO. D'accord? Donc ça veut dire que cela est possible. L'outil sécuritaire est une urgence parce qu'on veut nous agresser en permanence pour nous imposer les conditions de négociation de notre or, de notre pétrole, de notre diamant, et c'est comme ça depuis 600 ans. Donc il ne faut pas jouer avec nos armées, il faut les considérer comme la prunelle de nos yeux. Il y a un troisième chantier, c'est, j'ai dit de l'éducation, j'ai parlé de l'armée, mais c'est le chantier de l'invention institutionnelle. L'invention institutionnelle. Pour moi, nous devons créer des institutions qui soient le reflet des valeurs les plus profondes de notre propre civilisation. Nous avons été lobotomisés par le discours de la démocratie, le discours de l'économie de marché. Tous ces paradigmes ont été produits par des laboratoires de pensée, des think tanks logés en Occident. Le président Tchiani, dans une intervention récente, soulignait la grande escroquerie du discours de la Baule. Monsieur Mitterrand, se rendant compte que le mur de Berlin est tombé et que désormais les Africains vont de nouveau pouvoir choisir dans la diversité des partenaires stratégiques qu'offre le monde de l'après-guerre froide, Mitterrand arrive à la Baule, convoque les Africains, 35 chefs d'État africains, le 20 juin 1990, et leur dit désormais l'aide française au développement sera conditionnée par la pratique du multipartisme démocratique. Mais Mitterrand, qui est issu de la tradition coloniale française, sait parfaitement que les Africains ont été encouragés à se définir à partir de leur appartenance ethnique. Donc quand il donne l'injonction de restaurer la démocratie multipartiste, il y a un plan derrière, c'est que les Africains vont créer des partis ethniques. L'Afrique va être divisée. Et parce que l'Afrique va être divisée et que le multipartisme va devenir le multi-ethnisme politique, eh bien, on pourra lui porter 3 estocades extraordinaires. 1, la dévaluation à 100% du franc CFA, qui est du vol, c'est-à-dire, je vais te donner du papier encore plus nul en échange de tes richesses. 2, les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. 3, la politique d'austérité dictée par le FMI et la Banque mondiale, avec la privatisation massive de pans entiers des États africains qui étaient pourtant économiquement viables. Mitterrand a préparé ça par l'entourloupe du discours démocratique. J'ordonne le multipartisme parce que je veux que vous soyez affaiblis par vos dissensions internes. Et d'ailleurs,
Mitterrand, qui est très rusé, ce jour-là dit, il n'y aura pas de dévaluation. N'ayez pas peur, il n'y aura pas de dévaluation. Les gens s'engouffrent dans le multipartisme. Prôné par le discours de la bolle, les États s'affaiblissent, les oppositions et les pouvoirs se déchirent, et bim, Mitterrand place la dévaluation. C'est-à-dire, s'arroge le droit de piller davantage de ressources africaines à travers la dévalorisation du franc CFA. Ouais. Donc, il nous faut donc prendre acte du fait qu'il nous faut des institutions qui n'ont pas nécessairement à s'appeler démocratie. Démocratie, c'est l'idéal de l'état de droit occidental, tel qu'il a été théorisé par les Grecs à partir, mettons, du 7e siècle avant Jésus-Christ, dans les écrits de Solon d'Athènes et consorts. Nous avons des mots pour nommer notre paradigme politique. Le concept le plus ancien que les sciences humaines africaines révèlent, c'est le concept de Maat. Maat, dans le négro-égyptien ancien, signifie vérité, justice, solidarité. Voilà les valeurs qui constituent les poteaux mitants de la civilisation africaine. Nous avons à repenser l'état de droit africain en nous inspirant des concepts élaborés dans nos langues, dans notre propre tradition politique, par les plus avisés de nos sages. Au Mali, on parle souvent de la fameuse charte de 1236, la charte de Kouroukan-Fougan, mais donc en réalité, la théorie politique de l'État malien devrait être une Kouroukan-Fougancratie, c'est-à-dire une réflexion ayant pour but d'améliorer les formes d'invention de l'État qui ont prospéré dans l'espace malien, mais sur des centaines d'années, sur des millénaires, à l'intérieur de l'espace plus large négro-africain. Il manque pour cela des travailleurs du concept, parce qu'une bonne partie des diplômés, ou par extension ce qu'on appelle les intellectuels, ont été formés dans un cadre conceptuel, un cadre paradigmatique qui font qu'ils reproduisent les solutions institutionnelles occidentales, orientales, asiatiques, de manière automatique, et croient que cela est le summum de l'intelligence. Non, il n'y a pas d'intelligence là où il n'y a pas et la capacité d'apprendre et de comprendre, mais surtout la capacité de créer. Nous devons créer. D'accord, mais est-ce que cette invention institutionnelle, oui, pour revenir sur la question, vous n'avez pas dit nécessairement, mais je pose la question sous cette forme, cette invention institutionnelle nécessite obligatoirement une rupture, un hiatus avec tout ce qui est démocratie, nécessairement? Alors, il y a un concept extrêmement important dans la philosophie de l'idéalisme allemand de Hegel, qu'il appelle la notion de Aufhebung. Hegel entend par Aufhebung le fait que l'évolution de l'histoire, l'évolution de toute réalité passe en trois phases. Il y a une phase de négation, il y a une phase de reprise, donc de conservation, et il y a une phase de dépassement. Négation, reprise, dépassement. Hegel a véritablement observé l'histoire humaine. Tout ce qui se fait de grand dans l'histoire humaine passe par ce processus dialectique. Vous, Robert, vous ne pouvez pas avoir le visage aussi lisse et agréable que je vois si vous n'aviez pas ce matin nié votre barbe en utilisant votre rasoir. C'est clair. Mais cette négation de votre barbe ne veut pas dire que vous ne conservez pas votre pilosité, puisque dans 2 ou 3 jours, elle repoussera. Mieux, elle ne veut pas dire que vous ne serez pas capable d'acheter de nouveaux rasoirs de très bonne qualité pour vous raser plus tard. Donc c'est parce que vous avez le sens dialectique que vous pouvez entretenir la forme choisie à votre visage. Mais on peut appliquer cela aux civilisations. Comment voulez-vous que l'Afrique sorte du moment négrier colonial, néocolonial, en empruntant béatement les catégories qui ont été promues par ceux-là même qui ont perpétré la barbarie africaine? Maintenant que je vous reparle de l'épisode du 20 juin 1990, le fameux discours de la bolle, maintenant que rétrospectivement vous voyez que Mitterrand nous a littéralement entourloupés, comment pouvez-vous encore imaginer qu'on adopte la propagande démocratique sans exercer un devoir critique? Alors, on ne peut pas dépasser quelque chose si on n'est pas passé par elle. L'Afrique est passée par l'illusion démocratique, l'Afrique est mûre pour la dépasser. Mais on intégrera dans le système politique africain d'aujourd'hui et de l'avenir, on intégrera les leçons positives de tous les systèmes politiques humainement connus. L'Afrique étant la terre des premières universités, ne sera pas la terre où l'universalité sera abandonnée. On cherchera à construire, à reconstruire l'Afrique en intégrant toutes les leçons de l'homme. Mais professeur, concrètement que proposeriez-vous par exemple pour le choix du dirigeant suprême? Alors, je proposerais d'abord que le pays, parce que c'est l'objet d'ailleurs de mon livre, hein, je publie, j'espère d'ici la fin de cette année, mon livre sur
les fondements de l'Afrique des libertés. La mahatocratie, c'est un concept qui est très clé que je développe. Je pense qu'il faudrait d'abord commencer par s'entendre sur la signification africaine de la politique. La politique est l'organisation de la cité, de la civilisation, de telle façon qu'elle permette le passage harmonieux de toutes les générations, de tous les individus, de la forme animale, qui est notre apparence biologique, à la forme angélique, qui est notre destin spirituel. Donc la civilisation doit veiller à ce que les hommes et les femmes qui naissent vivent dans les conditions les plus dignes, les plus prospères, les plus harmonieuses, les plus justes possibles, pour que lorsque viendra l'heure de la mort, celle-ci soit véritablement pour eux, autant que possible, une nouvelle naissance. Tout à fait. Voilà le sens de la politique dans la tradition. Par conséquent, il y a des institutions qui doivent être soustraites à la compétition politique. L'école, l'hôpital, l'armée, donc la sécurité, doivent être soustraites à l'institution politique, et la spiritualité, la tradition. Les institutions qui transmettent la connaissance de la tradition doivent être transcendantes. Ouais. Donc voilà quelques institutions qui ne doivent pas être une affaire de majorité politique. La constitution africaine mahatocratique posera comme principe que quel que soit celui qui dirige, il n'a pas le droit, par exemple, de marchandiser l'école publique. Il n'a pas le droit, par exemple... Qu'il ne reçoit pas tout le programme. J'ajoute par exemple que l'énergie doit être un bien public de portée universelle. On ne devrait pas commercialiser l'eau potable. Dans un pays où la nature nous donne de l'eau, on devrait simplement faire payer l'entretien éventuel, effectivement, des installations. L'énergie et par exemple l'eau, l'énergie en général, doit être gratuite. Ce qui doit être payé par le travail citoyen, c'est le moyen de la distribuer. Donc, dans mon système autocratique, on soustrait un certain nombre d'objectifs transcendants de la compétition politique, on les constitutionnalise et on dit que personne n'a le droit de toucher à ça. Par exemple, la retraite et l'encadrement des personnes âgées, l'accompagnement des personnes âgées, que nul ne soit abandonné au bord de la route. Bon, on encadre tout ça, et ensuite, qu'est-ce qui peut être l'objet de la compétition? Mais le domaine de la compétition, c'est celui de l'invention des techniques économiques. Le domaine de la compétition, c'est celui de la recherche scientifique, l'innovation. Ça, on doit encourager l'innovation. Et par conséquent, libérer l'intelligence. On doit encourager la création d'entreprises. Ce domaine-là est ouvert, effectivement, à la construction des majorités politiques. On doit favoriser la maîtrise du monde contemporain. C'est-à-dire, notre diplomatie doit être une diplomatie qui rend possible la mise en commun des intelligences. Bon, il y a des domaines comme cela qui, quant à eux, vont être beaucoup plus flexibles. L'État mahatocratique est donc un État social, un État solidaire. C'est un État solidaire, c'est un État juste, c'est un État qui est basé sur la haute connaissance, mais c'est un État qui met dans la compétition politique les aspects pratiques, pour ainsi dire, de l'innovation nécessaire à la vie. Retire de la compétition politique les fondamentaux de la dignité de la personne humaine et du respect de la nature. Donc on peut tout à fait le faire. Robert dit ça, j'en dirai pas plus, parce que sinon je vais spoiler mon livre avant qu'il ne sorte. En tout cas, nous aimerions bien réserver à ces livres-là une grande cérémonie de dédicace. Oui, je viendrai ici le présenter. À Bamako, c'est la capitale. Si nous avons l'exclusivité, ça nous fera énormément plaisir. Oh, l'exclusivité. Mais écoutez, je voue un amour exclusif à tous mes frères et sœurs africains. Ouais. Donc, vous, comme tous les médias qui... Commencez au Mali, commencez par nous. Oui, mais je commencerai par le Mali. De toute façon, l'Institut de l'Afrique des libertés, je vous en informe, est une association légale de droit malien. Ouais. Notre association a été légalisée en cette année 2024 au Mali. Elle bénéficie donc de l'environnement légal et institutionnel de fonctionnement des associations. Nous avons vocation à constituer une réserve de compétences et d'expertise sur les questions vitales de la politique africaine. On a vu lors du dernier sommet de la CEDEAO qu'elle cherche à tendre sa main aux États de l'AES pour nous dire que c'est trop tard, que rien n'est possible encore entre les deux parties. La CEDEAO, mon cher Robert Dissa, est actuellement dans une stratégie de la guerre hybride. Guerre hybride? Oui, je donne la définition. Ayant été incapable de mener la guerre frontale qu'elle a déclarée, la CEDEAO et ses maîtres occidentaux sont entrés en conclave
et ont décidé de changer de stratégie, Robert. Ils vont souffler publiquement le froid, mais dans la nuit, ils vont ramper avec leurs commandos terroristes à l'intérieur du territoire de l'AES pour semer la terreur. La preuve nous en a été donnée par les événements d'il y a une semaine au Burkina Faso. Une attaque d'une rare violence, coordonnée par des troupes terroristes utilisant des moyens des armées classiques. Cette attaque a été savamment préparée pour avoir lieu au moment même où la CEDEAO faisait semblant de parler désormais le langage du calumet de la paix. Donc, Robert dit ça. Africaine, africain, je nous invite tous à ne pas croire que du jour au lendemain, une organisation dont l'OTAN est la patronne, une organisation qui héberge dans ses bureaux les officiers de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ait renoncé à servir l'objectif de l'impérium occidental, c'est-à-dire le contrôle total des richesses naturelles et humaines africaines. Ils n'ont pas renoncé. Et ce serait une faute majeure pour nos dirigeants, ou pour nos populations, ou pour nos élites, de s'endormir. La CEDEAO est dans une phase de charme. C'est une campagne de charme, mais c'est le charme du cobra. Elle est une organisation de relais de l'impérialisme. Elle le demeure. Elle ne peut pas ne pas l'être parce que les principaux dirigeants de la CEDEAO sont des vassaux du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, et ils ont assumé cela. Voyez leur position sur le franc CFA, voyez leur position sur la soi-disant démocratie qu'on importe à coups de bombardement, voyez leur position sur les aspirations des populations. Vous verrez très bien que la CEDEAO n'a pas changé sa manière inimitable de s'asseoir. Donc, je n'y crois pas du tout. Et j'appelle les dirigeants de l'AES et les peuples de l'AES à se préparer à des actions de guerre hybride, c'est-à-dire qu'officiellement, ils vont tenir le langage de la fraternité et officieusement, ils vont continuer à activer les groupes terroristes, ils vont continuer à activer les mouvements de rébellion, les mouvements de sécession, ils vont continuer à activer des coups d'État néocolonialistes, et ils vont continuer à activer des tentatives d'élimination des principaux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Une note des services russes publiée sur Sputnik rapporte qu'on a pu extraire des renseignements américains l'information que la France, la CEDEAO avait utilisé la mauvaise méthode, les Africains sont trop éveillés maintenant pour qu'on mène une opération du genre de celle de la Libye en 2011. Par contre, il serait plus intéressant d'éliminer les têtes de pont des 3 États révolutionnaires. Voilà ce qui est écrit noir sur blanc sur une note américaine rapportée par les médias d'État russes. Donc il faut qu'on sorte d'une certaine naïveté potentielle qui consisterait à croire que tout d'un coup il serait devenu gentil. Et je vois toutes les opérations médiatiques de charme qu'il mène, je vois tout cela, c'est du pipeau. Ces gens-là ne rêvent que d'une seule chose, c'est l'effondrement de l'AES, c'est le retour en arrière de toute la sous-région africaine afin d'humilier les panafricanistes qu'ils appellent les panafricains. Ils ont une haine viscérale de tout ce qui fait la grandeur de l'Afrique. D'accord. Alors le cas de la CEDEAO est si désespéré pour vous? Aucune réforme n'est possible, par exemple, de l'intérieur pour la changer, lui donner une autre directive? Non, mais cette question ne se pose plus pour quelqu'un qui, quant à lui, est solidaire de l'Alliance des États du Sahel. Concrètement, le Mali, le Burkina et le Niger ne sont plus de la CEDEAO. Ça, c'est le problème de ceux qui continuent à considérer la CEDEAO comme quelque chose de valable. L'histoire a eu lieu. Les dirigeants maliens, nigériens et burkinabés ont clairement affirmé l'irréversibilité du processus. Donc pour moi, la question est maintenant comment aider l'Alliance des États du Sahel à réussir. Moi, je choisis mon camp et je me bats pour le succès de mon camp. Je déteste l'angélisme politique. Cette espèce de pseudo-neutralité qui est parfois adoptée par certains intellectuels et qui consiste à se tenir à équidistance des deux parties d'un duel, comme s'il n'y avait pas un enjeu moral. Sommes-nous, oui ou non, pour la souveraineté africaine? Si nous sommes pour la souveraineté africaine, nous sommes de l'Alliance des États du Sahel. Si nous sommes contre, nous restons à la CEDEAO. Donc pour moi, que la CEDEAO meure de sa plus belle mort, Robert dit ça, c'est mon plus agréable rêve. Et que l'AES monte comme l'Himalaya de l'espérance politique africaine, c'est mon rêve éveillé. D'accord. Nous allons partir au Sénégal, professeur. Oui. Et le 25 février devrait se tenir le premier tour au moins de l'élection présidentielle dans ce pays-là. Eh bien, nous connaissons la suite. Quelle est votre lecture
sur tout ce qui se passe au Sénégal. Pour ceux qui suivent, mon cher Robert Dissa, les émissions que je donne sur les réseaux sociaux, j'avais annoncé cette crise. J'avais dit que M. Macky Sall ne se retirerait pas de la fonction présidentielle et qu'il ferait tout pour créer des incidents afin de se maintenir. Les indices que j'avais il y a 2 ans, c'était que M. Macky Sall était extrêmement violent envers ses opposants politiques. Quand vous avez un dirigeant qui est très violent envers ses opposants politiques, par exemple qui leur donne la mort, un dirigeant qui tire sur les foules lorsqu'elles manifestent, vous sentez que celui-là, il sait qu'il n'a pas intérêt à quitter la présidence. Parce que quand il redeviendra un citoyen ordinaire dans les rues, eh bien, ses victimes se vengeront. Ah, c'est clair. Donc quand vous voyez un dirigeant qui rentre dans une violence politique brutale contre son peuple, sachez que c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Il ne se voit plus. Il ne se voit plus sans le pouvoir. C'est pas possible. C'est vrai. Deuxième élément important, c'est l'attitude du régime Macky Sall envers le principal opposant du pays, notre frère bien-aimé, le leader Ousmane Sonko, le leader de PASTEF. Macky Sall a appliqué à la lettre les consignes du néocolonialisme français concernant Sonko. Parce que Sonko a dit très tôt qu'il adhérait à la même logique que le Mali du président Assimi Goïta, le Burkina du président Traoré et par la suite le Niger du président Tiani, la logique de la souveraineté africaine. Or, qui dit souveraineté africaine dit remise en cause des intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental au Sénégal. Ça veut dire la fin de la domination économique de Total, de Orange, de Bouygues, de Bolloré, etc. au Sénégal. Ça veut dire aussi par là que les États-Unis d'Amérique, qui sont la grande puissance tutélaire du bloc occidental, se prépareraient à revoir à la baisse leurs intérêts locaux. Donc, Sonko a été ciblé et emprisonné sous toutes sortes de prétextes parce qu'on a bien vu que son avènement au pouvoir signifie la véritable indépendance du Sénégal. Et quand j'ai vu Macky Sall faire preuve d'une dureté de cœur inouïe envers Sonko, j'ai compris que la contrepartie qu'il demanderait à ses maîtres, les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux, c'est de lui permettre la présidence à vie à la tête du Sénégal. Pour moi, c'était clair. S'il ne veut pas que Sonko soit candidat à l'élection présidentielle, en retour, il va demander qu'on lui permette de trouver un moyen de rester au pouvoir. Et puis, il y a eu un troisième indice, ce sont les déclarations de Macky Sall, à propos du débat constitutionnel sénégalais. Il a veillé à essayer d'imposer dans l'opinion l'idée que la Constitution lui permettait de faire un 3e mandat. Et que c'est par magnanimité, par bienveillance, par pitié pour le peuple sénégalais que finalement, il se restreindrait à n'en faire que 2. Le simple fait qu'il ait fait prospérer cette interprétation grave de la Constitution m'a laissé penser qu'il préparait les esprits au coup d'État constitutionnel qu'il a perpétré justement le 3 février 2024. C'est un coup d'État. Et alors même qu'il a soi-disant organisé un dialogue politique national pour définir une autre date à l'élection présidentielle, on voit bien que Macky Sall ne veut pas que l'élection présidentielle du Sénégal se tienne avant le 2 avril 2024. Il veut créer une situation de vide constitutionnel et veut en bénéficier pour prolonger son mandat. Il se voyait déjà président du Sénégal jusqu'en décembre 2024. Donc Macky Sall est un putschiste constitutionnel, c'est un putschiste civil, et ça c'est une belle leçon pour la France-Afrique, qui a passé son temps à traiter de junte les dirigeants maliens, junte les dirigeants burkinabés, junte les dirigeants nigériens, au motif que ceux-ci ne respectent pas la Constitution. Maintenant, voilà ce qu'on a appelé pendant longtemps la vitrine de la démocratie en Afrique francophone, le Sénégal, qui se révèle dirigé par un juntard de la pire espèce. Monsieur Macky Sall est un ennemi de la loi. Il s'est même permis, en plein soi-disant dialogue national, de dire que lui, il peut, s'il le veut, programmer l'élection à la date de son choix et qu'il peut même décider de ne pas la faire. Donc on a affaire à quelqu'un qui est dans une dérive dictatoriale, il est littéralement dans un délire vampirique de pouvoir. Macky Sall ne se voit pas sans la présidence. Macky Sall se voit finir sa vie en exil s'il n'est plus président ou s'il n'impose pas une marionnette, genre son candidat Amadouba ou, en dernière analyse, éventuellement le fils de M. Wade, à la tête du Sénégal. Nous assistons à une mascarade, nous assistons à une abomination contre le peuple sénégalais et il était temps que la vraie nature de la CEDEAO se montre. La CEDEAO, c'est un conglomérat de régimes antidémocratiques, puisqu'ils revendiquent la démocratie, mais ce qui est pire,
qu'antidémocratiques sont des régimes anti-africains. Et voyons rapidement les cas Sonko et dites-nous quelles leçons tirer de ces cas-là. Sonko, souverainiste, vous l'aviez dit tantôt, qui s'est inspiré du Mali, du Niger, du Burkina, mais le même Sonko quand même qui est anti-putsch. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, peut-on avoir droit à des régimes souverainistes en Afrique sans passer par des putsch? Je crois que notre frère Ousmane Sonko a tout à fait le temps de confronter ses analyses à la réalité. Lorsque M. Macky Sall a clairement montré son intention de confisquer le pouvoir, il y a eu une insurrection populaire sénégalaise. La population était aux portes du palais. Macky Sall tombait en 24 heures. Ousmane Sonko, dans un élan de républicanisme désuet, a appelé la population à rentrer et a voulu privilégier une prise du pouvoir par la voie électorale. Mal lui en a pris. Parce que, en fait, qui est le souverain, quel que soit le système politique? C'est le peuple. Oui. Et si le peuple décide d'aller au palais présidentiel en nombre suffisamment massif pour prouver sa détermination, vous, opposants politiques, vous n'avez pas arrêté le peuple. Donc, pour moi, il y a eu une erreur tactique, et même stratégique, de notre frère Sonko à cette occasion. La deuxième, c'est de ne pas se rendre compte que sans dislocation des forces armées, il n'y a pas de changement révolutionnaire. Dans un État, une république france-africaine, les transitions politiques supposent toujours que le dirigeant france-africain tombe d'abord et que soit mis en place un réexamen des règles de la compétition politique. C'est ce qu'on appelle la transition, avant l'élection. Alors, croire que Macky Sall allait béatement conduire le processus politique sénégalais jusqu'à la probable victoire écrasante d'Ousmane Sonko, c'est une illusion que PASTEF a eue. Et c'est une illusion qui a vécu. Nos frères sont en train d'apprendre. Je suis plutôt d'un naturel politique optimiste. Je pense qu'ils vont tirer toutes les leçons de ce qui leur arrive. Violence politique de retour au Tchad, vu l'assassinat de l'opposant Dilo à quelques semaines quand même de la présidentielle. Oui. Voilà, là aussi, comment vous voyez la suite des événements d'ici là? Ce qui se passe au Tchad et ce qui se passe en fait globalement au Tchad, mettons, depuis l'assassinat du président Tombal Baye. Au Tchad, la violence politique a été banalisée depuis plusieurs décennies. Celui qui détient l'appareil d'État se donne droit de vie ou de mort sur ses adversaires et bien souvent cela se fait avec la bienveillance de la puissance néocolonialiste française. Avec le duo des Déby, Déby père et Déby fils, on a atteint le summum de la brutalité. Pendant 30 ans, Idriss Déby Itno a réglé les différents politiques à coups de revolver. Il a lui-même été auteur d'exécutions sommaires d'opposants, dans lesquelles c'était lui qui tenait le revolver. Et quand on regarde les images du corps de l'opposant Yaya Djerou Béti, on voit que la balle qui lui a donné la mort a été tirée d'une arme qui a été collée à sa tempe. Donc il s'agit d'une exécution sommaire, extrajudiciaire, intentionnelle et hautement criminelle. Cela a été fait alors même qu'on veut donner au Mali, au Burkina et au Niger les leçons en matière de traitement des opposants. Vous avez vu la mollesse de la réaction de la soi-disant communauté internationale promotrice de la propagande démocratique. Yaya Dilo était en fait le candidat qui devait battre le 6 mai 2024 la coalition Masra et Mahamat Kaka Déby à l'élection présidentielle. Il devait les battre. Le Parti socialiste sans frontières, qui avait connu des ralliements importants comme celui du général Saleh Déby, oncle de Mahamat Kaka Déby, le chef de l'État, le Parti socialiste sans frontières s'annonçait, après la compromission de Masra avec Kaka Déby, le Parti socialiste sans frontières, le PSF du Tchad, se présentait comme la grande force montante de l'opposition. Vous avez vu la méthode? Ils sont allés le chercher en plein jour, après avoir monté un canular. Ils ont d'abord assassiné l'un des secrétaires de son parti. Ils ont pris le corps et l'ont amené au siège de l'Agence nationale de sécurité, ANS. La famille de l'infortuné est allée réclamer le corps. Ils ont sorti l'armée pour tirer sur la famille. Et parmi les gens qui sont morts, des adolescents, des enfants de moins de 15 ans. Et ils ont tiré prétexte de cela pour dire que c'est le Parti socialiste sans frontières qui attaquait
l'Agence nationale de sécurité. Mais quel intérêt y avait-il à attaquer l'Agence nationale de sécurité? Aucun. Aucun. Et Yaya Dillo, avant de mourir, au siège de son parti, a parlé. C'est une vidéo c'est un audio très émouvant. Il a expliqué, nous sommes encerclés dans le cadre d'un stratagème qui consiste à me tuer comme on a tué ma mère chez moi 3 ans plus tôt. C'était exactement le même jour de l'année, le 28 février 2021. On a tué ma mère en cherchant à me tuer. Et aujourd'hui, 28 février 2024, Mahamat Kakadebi envoie ses hommes m'encercler pour me tuer. Et il a été tué. Alors donc, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire que ce qu'ils appellent l'élection présidentielle le 6 mai 2024 est une mascarade. Ouais. Succès Masra, que j'appelle depuis lors Échec Masra, est lui aussi candidat. Mahamat Kakadebi est candidat, mais Succès Masra est chargé de faire un peu comme Konan Kouadio Bertin en Côte d'Ivoire, a fait avec Alassane Ouattara. Donner caution. Voilà, il donnera caution à Mahamat Kakadebi parce que le score bien soviétique de Mahamat Kakadebi a été co-rédigé par ses maîtres néocolonialistes avec Succès Masra. Ils vont organiser une mascarade. Succès Masra va jouer à l'opposant qui reconnaît honorablement sa défaite. Et ils vont continuer à gouverner le pays en coalition comme ils ont commencé. En réalité, ça ne va pas résoudre le problème. Parce que, selon les informations qui me parviennent, il y a à l'intérieur des forces de sécurité du Tchad un duel qui se prépare entre 2 grandes forces. Mahamat Kakadebi s'est fortement appuyé sur ses oncles maternels, l'ethnie des Goran, qui constitue l'essentiel de ce qu'on appelle la FIR, Force d'intervention rapide, une unité récemment créée et qui est justement coupable des exactions abominables qu'on a vues. Mais il y a de l'autre côté une autre force très puissante au Tchad qu'on appelle la garde présidentielle tchadienne. Elle est majoritairement composée de l'ethnie de son père, les Arawa. Et les Tchadiens observent ces derniers jours un positionnement hostile des 2 forces en présence. Ce qui rappelle des jours sombres des années 82, lorsque Goukouni Wedei et Hissène Habré s'affrontaient à l'intérieur de N'Djamena et littéralement avaient plongé la capitale dans une ruine. Cela risque d'arriver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Mahamat Kakadebi a dit que Succès Masra était un traître. Que Succès Masra était un individu qui, le matin, marche avec Dieu, joue à l'ange, mais la nuit, dîne avec le diable. Il l'a dit en critiquant le livre principal que Succès Masra a publié. Tchad, Lumière obscure, etc. Donc, il est à penser qu'entre Succès Masra et Mahamat Kakadebi, un compte sera réglé. Après l'avoir utilisé comme Premier ministre de Pakoti, il va le jeter comme un Kleenex usagé. Et comme Succès Masra n'a pas sa langue dans la poche, il va parler. Et à ce moment-là, Mahamat Kakadebi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le dilotiser. Dilotiser, tuer froidement l'ennemi, alors que l'ennemi n'est un adversaire qui voulait une compétition politique égalitaire. Bon, j'ai ici l'obligation de dire que des jours très sombres s'annoncent au Tchad. Qui plus est, Idriss Déby Itno meurt 2 mois après avoir assassiné la mère de Yaya Dillo. Il assassine la mère de Yaya Dillo le 28 février 2021. Je vous fais remarquer que Yaya Dillo a été assassiné le 28 février 2024. Regardons ce qui va se passer dans les 2 mois à venir. D'accord. La loi des séries. La loi des séries. D'accord, professeur. Nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Merci. Et nous avons eu tout l'honneur d'échanger avec vous. Un dernier mot à l'endroit du peuple africain. Je voudrais dire que malgré les souffrances, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, malgré le quotidien toujours difficile de l'immense majorité de notre peuple, il y a une lumière qui brille normalement dans tout cœur honnête, dans tout cœur juste. C'est la lumière de notre souveraineté en recouvrement, c'est la lumière de notre dignité, c'est de nouveau le fait que les Africains écoutent les Africains pour comprendre le monde. Nous sommes en train de rapatrier notre savoir de nous-mêmes sur notre propre terre. Donc, il faut être pessimiste en théorie, mais il faut être optimiste dans l'action. Pessimiste en théorie, je veux dire par là qu'il y aura forcément des obstacles. Je vois par exemple le problème courant actuellement au Mali pour plusieurs populations. Je vois les tentatives d'infiltrer les pays de l'AES par des opposants de Pakoti qui essayent de produire des contre-feux, des crossfire et trahir les nations en lutte. Je vois le discours de la propagande impérialiste qui essaye de démoraliser nos peuples. Mais je veux dire qu'il faut s'en tenir à ce que nous faisons de juste et de vrai et continuer de soutenir ceux de nos dirigeants
qui, comme les présidents Goïta, Tiani et Traoré, vraiment ne rendent des comptes qu'à leur peuple, ne travaillent que pour leur peuple et vivent avec leur peuple. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous étions avec le professeur Franklin Nyamsi, wa Cameroun, wa Africa, professeur agrégé de philosophie, auteur de plusieurs publications, panafricaniste déterminé. Il travaille dans le champ déterminé là aussi de la démocratisation et du cosmopolitisme du continent africain. Il crée et dirige l'Institut Afrique des Libertés. Avec lui, ce soir, mesdames et messieurs, nous avons parlé de l'AIS, de la main tendue de la CEDEAO, justement, lors de son dernier sommet à cette même AIS. Nous avons également parlé de son regard sur les événements politiques récents au Sénégal et aussi au Tchad. Pour ma part, mesdames et messieurs, je retiens avec le professeur Nyamsi que l'Afrique s'est réveillée et qu'il y a un mouvement d'éveil sur tout le continent africain, un mouvement d'éveil qui a commencé au Mali, au Burkina et au Niger, qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire du continent africain pour la liberté totale de tout Africain. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. À très bientôt.